Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La suite de cette tranche d'information, nous recevons Monsieur Isaac Tiakpe. Vous êtes conseiller spécial de l'opposant togolais Gilles-Christ Olympio. Avec vous, nous allons évoquer ce qu'on pourrait appeler un destin commun de Gilles-Christ Olympio, que vous représentez ici sur ce plateau, et un autre qui se trouve en République démocratique du Congo, qu'on vient de perdre malheureusement le 1er février dernier. Alors, très rapidement, il s'agit donc d'Étienne Tshisekedi, mais déjà, un mot, Monsieur Isaac Tiakpe, sur ce destin quand même assez incroyable, pas écrit d'avance d'Étienne Tshisekedi. Merci de me recevoir. Eh bien, Étienne Tshisekedi représente pour nombre de Congolais l'espoir d'une alternance et enfin l'espoir qu'une société pourra redémarrer après plusieurs années d'une dictature, celle de Mobutu, et celle d'un régime qui n'a pas réussi à enraciner la démocratie, l'état de droit et à produire de la prospérité pour les fils du Congo. Et je pense qu'en dépit du soutien que Kabila a eu pendant ces deux mandats, il n'a pas su apaiser, réconcilier le Congo. Et Tshisekedi représentait cette constance dans le combat, la constance d'un homme politique attaché à défendre ses idées. Et le Congo perd l'un de ses plus valeureux fils depuis Lumumba, et bien sûr l'Afrique. C'était une figure exemplaire pour nombre d'opposants qui se sont engagés dans un combat pour faire advenir l'alternance, mais de façon pacifique. Alors, un combat pour faire venir l'alternance de manière pacifique, vous le dites, ça ressemble en tout cas étrangement à un autre mené par un opposant historique que vous connaissez bien. Vous êtes d'ailleurs son conseiller spécial. Je parlais de Gilles-Christ Olympio. Mais avant d'évoquer encore une fois cette réalité presque pareille de celle qu'on a vécue en RDC avec Étienne Tshisekedi, un mot peut-être sur, on va dire, ce cafouillage qu'il y a eu autour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, où il fallait l'enterrer et quand on a vu sa famille politique et sa famille biologique et même dans une certaine manière le gouvernement aussi divisé déjà sur la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Et quand vous voyez cela aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous suggère? Quelle impression que dites-vous sur déjà? À terme, je pense que la classe politique congolaise a réussi à s'entendre sur l'organisation des funérailles d'Étienne Tshisekedi. C'est ce que nous devons retenir. Bien sûr, il s'agit de rapports de force et que pour peut-être la partie gouvernementale, ça représentait peut-être un homme qui, enterré avec tout ce symbole, pouvait déranger. Et je pense que je comprends que le gouvernement ait voulu s'opposer. Mais la figure d'Étienne Tshisekedi, les pressions internes et les pressions aussi étrangères ont permis de trouver un accord et que cette dépouille la dépouille de Tshisekedi sera reçue et honorée par tous les Congolais. Oui, c'est vrai, c'est annoncé pour le 11 mars prochain, mais on se rend compte quand même que parce que c'est pas tant une responsabilité aujourd'hui du pouvoir, non uniquement aussi de la famille politique d'Étienne Tshisekedi, du DPS, ni même de sa famille. Était-ce une volonté de mieux faire les choses, d'enterrer cette icône-là avec tous les honneurs possibles, où il y avait derrière peut-être une manigance aussi, des ficelles tirées par les politiques? Certainement, ficelles tirées par les politiques, ce que je vais dire de naturel, pas de normal. Naturel en ce sens que le pouvoir avait certainement intérêt à ce que l'image de Tshisekedi ne soit pas trop prééminente dans le paysage politique congolais. Et c'est normal qu'ils aient voulu s'opposer. Et c'est naturel aussi que la famille politique ait été ferme pour que cet homme qui représente l'espoir de toute une nation reçoive l'hommage qui était dû à son rang, à cet engagement constant. Et je pense qu'après, un consensus a été trouvé. Et ce consensus-là, c'est ce que nous devons retenir. C'est quand même l'exemple d'une classe politique qui, après des années de violence,
avec les négociations engagées par la CENCO, la conférence épiscopale, a pu aboutir à un compromis. Je pense que c'est ce que nous devons retenir. Alors voilà peut-être ce qu'il convient de retenir sur le combat de ces derniers jours d'Étienne Tshisekedi. Mais on l'a vu toute sa vie, ce qui a caractérisé l'homme, c'est bien la détermination, le courage, la constance. Peut-on dire la même chose aujourd'hui de Gilles-Christ Olympio, opposant, lui aussi historique togolais, à un moment donné a été entouré d'un mythe. Peut-on dire la même chose aujourd'hui de Gilles-Christ Olympio que vous représentez? Sans nul doute, même si les destins sont toujours particuliers et que comparaison n'est pas raison, parce que les situations, l'histoire, le cheminement de chacun des hommes est complètement différent. Et si on sait que Étienne Tshisekedi a quand même eu une expérience gouvernementale dès le début de sa carrière politique avec Mobutu, ce qui n'a pas été forcément le cas de Gilles-Christ Olympio, mais ce qu'il faut retenir des deux hommes, c'est quand même, à un moment donné, un engagement qui est pris de se mettre au service du peuple et d'apporter, de mettre toute l'énergie au service du peuple. Et il y a cette constance chez Gilles-Christ Olympio. Dès qu'il crée le parti politique, l'Union des forces de changement, c'est d'inscrire son action politique pour faire advenir la démocratie dans une démarche qui est celle de rassembler, de proposer un projet, une vision de la société à ses compatriotes, sans compromission, vision de la société à ses compatriotes, qui passe évidemment par des négociations, qui passe par des compromis, puisqu'à terme, il s'agit que tous les fils et les filles de ce pays vivent et acceptent des valeurs communes, celles de l'alternance, de la tolérance, et celle surtout de construire une société où chacun puisse vivre en paix et jouir des fruits de son travail. Alors, avant peut-être d'aller un peu plus en détail dans ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le combat de ces hommes-là, sans doute au destin presque semblable, a-t-on l'impression aujourd'hui sur cette nation, sur cette vision même que vous présentez de Gilles-Christ Olympio, que le Togo est aujourd'hui un pays qui retrouve peut-être toutes ses valeurs autrefois incarnées par l'opposant, ou peut-être encore jusqu'aujourd'hui dans une certaine mesure. On dira peut-être pourquoi dans une certaine mesure. Alors, ne voyons pas le verre à moitié vide. Je pense qu'il faut toujours mettre les choses en perspective. D'où partons-nous? Je crois qu'au décès de Gnassingbé et Yadéman, la société togolaise était une société fortement polarisée. Nous sortions d'années de dictature avec des séquelles, des déboires. Nous sortions d'années où le contrôle de toutes les institutions était aux mains d'un seul parti politique. Et la détermination de Gilles-Christ Olympio en créant l'Union des forces de changement a été d'arriver par des campagnes, par la mobilisation populaire et la pression internationale, d'inscrire sa démarche justement dans un processus qui permette que les adversaires d'hier ne soient pas des ennemis de toujours. Donc c'est une démarche qui permettait de décristalliser, de dépolariser cette passion et de dédramatiser le débat. Est-ce que c'est un objectif déjà atteint aujourd'hui sur la nécessité en tout cas de faire en sorte que l'opinion ne soit pas cristallisée ou polarisée d'une certaine manière? Je le crois, mais beaucoup de choses restent à faire. Je le crois en ce sens que les élections, tous les scrutins qui se déroulent dans ce pays ne sont plus émaillés de violence. Et je pense que même la partie gouvernementale a acquis aujourd'hui à cette culture de l'alternance, à cette culture qu'il n'est plus possible qu'un seul parti politique ait les contrôles, dispose de tous les leviers du pouvoir dans ce pays. Ce qu'il faudrait, c'est que la confiance, ce qui permet qu'une société, un corps politique vit, c'est ça que nous sommes en train de construire. Et que les adversaires qu'au Parlement et que dans toutes les institutions, nous comprenions que nous opposer, nos divergences ne sont pas forcément des choses qui nous divisent de façon irrémédiable ou sans qu'il y ait cette conciliation. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à pouvoir discuter et que le régime en place dirigé par Faure Gnassingbé n'est pas fermé. Il y a quand même des signes d'ouverture. On ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui
avec ce qui se passait sous... Et donc, pour vous, tout cela est au bénéfice, sans doute, de Gilles-Christ Olympio. J'imagine que c'est ce que vous allez dire. Est-ce que, dans une certaine mesure, le mythe Gilles-Christ Olympio qu'on a connu dans une certaine période encore n'est finalement pas parti dans cette compromission qu'il a faite avec le pouvoir à un moment donné? On voit que c'est carrément différent de la démarche d'Étienne Tshisekedi. Non, mais je pense qu'il est important, par défaut de culture d'éducation, aussi bien de maintes personnes dans la classe politique togolaise ou même gens, on confond. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que faire de la politique. La politique, c'est de faire de la négociation, de faire des compromis. Quand on veut faire de la guerre, c'est-à-dire qu'on veut réduire son adversaire politique par des moyens de la violence, on est dans un autre registre. Mais quand on est dans le registre de la politique, qui est celle de la négociation, celle de la légalité, on s'assied à la table. Et la politique, ce n'est qu'une autre manière de faire la guerre, mais sous des formes plus civiles. Alors, des compromis, ils doivent être faits. Puisque comment peut-on demander aujourd'hui à un régime qui est en place depuis plus de 50 ans de nous donner le pouvoir de cette manière, de nous donner dessus un plateau d'argent? Alors, encore une fois, nous tentons de croiser un peu cette manière, cette vision, ou peut-être d'une certaine manière la stratégie d'action aujourd'hui de Gilles-Christ Olympio avec celle peut-être d'Étienne Tshisekedi. Tentons déjà de voir pour ce qui est du parcours des deux hommes. D'un côté, on a Étienne Tshisekedi, premier diplômé en droit en République démocratique du Congo. Gilles-Christ Olympio présenté au départ comme un novice en politique, en économiste de formation. Est-ce que cela ne va pas lui jouer des tours plus tard dans la chronologie normale des choses qu'on connaîtra? Non, je pense que Gilles-Christ Olympio a quand même une culture politique. Il est quand même... il y a cette culture, non pas une culture... Il y a quand même un héritage politique. C'est quand même le fils du premier président du Togo. C'est quand même le fils de Gilles-Christ Olympio, élevé dans une tradition, celle... d'une tradition nationaliste, celle de vouloir construire une nation. Donc il y a quand même une culture. Et après, vous savez, tout le parcours professionnel, tout le parcours aussi bien académique, c'est un parcours qui vous forme aussi à être au contact de la vie sociale, des réalités politiques du pays. Et je pense que ce contact qu'il a eu même dans les années d'exil avec ses compatriotes, l'attention qu'il portait aux problèmes, lui ont quand même permis d'acquérir une bonne expérience qu'il a voulu mettre au service de son pays en créant l'Union des forces de changement. Alors pourrait-on véritablement mettre cette expérience, la même qu'aurait connue Gilles-Christ Olympio en étant pendant longtemps dans le monde des affaires, pourrait-on finalement faire en sorte qu'il y ait un certain point de rencontre de cette politique-là avec le parcours d'Étienne Tshisekedi, qui à un moment donné est rentré dans l'appareil même du pouvoir, a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice sous le président. Voilà. Est-ce que finalement, ce n'est pas deux destins au début très différents? C'est pour ça que je soulignais au départ que les destins sont toujours particuliers et que c'est simplement par défaut que nous généralisons, c'est par défaut que nous essayons de faire des comparaisons. La situation, le Zaïre, l'Est Zaïre, le Congo, est quand même un très vaste pays. Et le Togo est un tout petit pays. Et la dictature, la brutalité de la dictature, la brutalité du régime qui a régné dans ce pays n'était pas tout à fait celle du Zaïre au début, alors que Gilles-Christ Olympio n'a pas participé aux réalités du pouvoir. Mais la prise en compte du rapport de force, la prise en compte des réalités l'ont poussé à vouloir s'asseoir, à vouloir accepter de s'asseoir sur la table de négociation avec le parti au pouvoir, puisque les conditions le permettaient dès que Gnassingbé Eyadéman décède et que Faure Gnassingbé tend la main pour pouvoir discuter. Et c'est cette perche, cette main tendue qui a été saisie. Et c'est en cela, je pense que ce destin est quand même différent de celui de Tshisekedi. Ouais, même si rien ne le prédestinait à une fonction politique au vrai sens du terme. Mais bien sûr, puisque dès qu'il s'engage
en 92 en créant l'Union des forces de changement. Quand on s'engage dans une démarche politique, c'est qu'on prend des responsabilités, c'est qu'on a conscience qu'on veut proposer une vision, c'est qu'on a conscience qu'on a un idéal à proposer à ses compatriotes. Quand on crée un parti politique, c'est qu'on a une histoire à raconter. Alors monsieur Isaac Tchirkpé, nous sommes obligés de marquer une courte pause pour le rappel des titres. Nous reviendrons sur ce plateau pour évoquer d'autres aspects de ces destins pratiquement semblables de Gilles-Christ Olympio et du feu désormais Étienne Tshisekedi. Tour sur ce plateau, toujours avec notre invité Isaac Tchirkpé, conseiller spécial de l'opposant togolais Gilles-Christ Olympio. Monsieur Tchirkpé, nous évoquions tout à l'heure le destin presque semblable, on va dire, de ces deux hommes, Étienne Tshisekedi et Gilles-Christ Olympio, du moins pour ce qui concerne la lutte pour l'alternance au pouvoir. Mais devant, on a eu aussi, pour ce qui peut faire la constance dans cette affaire-là, des régimes plus ou moins fermés hermétiquement, que ce soit en RDC ou au Togo. Oui, constance, comme vous le dites, constance dans la volonté de s'opposer, dans la volonté coûte que coûte d'agir pour que l'état de droit, la liberté, l'espace de liberté soit réel, effectif dans le pays. Constance pour faire que la prospérité, les fruits, les richesses de la nation profitent à tous. Et c'est vrai que nous avions deux régimes fermés, deux régimes identiques, d'ailleurs qui se disaient des régimes frères, mais à terme, la persévérance, l'opiniâtreté a permis au Togo aujourd'hui d'avoir quand même des élections qui sont reconnues, même si les conditions ne sont pas parfaites. Je vous rappelle que Rome ne s'est pas construire en 1 ou 2 jours, même si d'avoir des élections qui sont reconnues par la communauté internationale. Nous avons au Congo démocratique une pression de la communauté internationale pour faire en sorte que la Constitution soit respectée, faire en sorte que le peuple puisse s'exprimer librement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de ce point de vue, doit-on dire avantage Gilles-Christ Olympio pour peut-être le fait qu'il soit arrivé finalement à ouvrir un peu l'espace démocratique ce qu'on remarque aujourd'hui en RDC avec cette crise qui s'enlise où le président Kabila, arrivé donc au terme de son mandat, a demandé une sorte de finalement de prolongement. Alors avantage finalement à Gilles-Christ Olympio dans cette lutte pour l'alternance? Non, analyser les choses de cette manière est, je dirais, spécieux. C'est spécieux, je dis étroit. Parce que les circonstances, les hommes, les peuples ne sont pas pareils. Non. Mais je pense que dans les deux situations, on a quand même une pression constante. On a une démarche politique d'arriver à des compromis. Il y a une démarche constante d'avoir à l'esprit l'intérêt national, l'intérêt de la population, l'intérêt que la volonté populaire prédomine, mais surtout par des moyens de la discussion, par des moyens du dialogue. Et ça, je pense que c'est au crédit des deux hommes. Alors, quand on parle d'Étienne Tshisekedi, ce qu'on retient toujours, c'est son obstination, mais aussi son courage. On sait Gilles-Christ Olympio. Est-ce qu'on peut dire autant aujourd'hui de Gilles-Christ Olympio quand on sait qu'il y a eu cet accord qui sera qualifié finalement d'un accord, en tout cas, pas consensuel par l'autre classe de l'opposition qui, finalement, Gilles-Christ, il sera présenté comme un traître. Non. Ce qui n'est pas le cas pour Étienne Tshisekedi. Vous voyez, vous êtes en quelque sorte victime ou de désinformation ou vous reprenez des analyses que je qualifiais tout à l'heure de spécieuses. Est-ce que oui, allez-y. Est-ce que faire un accord politique, est-ce que ça, ipso facto, doit-on vous traiter, vous qualifier, vous taxer de traîtrise? Non. Alors, comment justifier que les choses en soient ainsi dans l'opinion publique? Pour autant, Étienne Tshisekedi, avant sa mort, a conclu un accord
avec le pouvoir en place. C'est le fameux accord qui fait l'objet aujourd'hui donc des discussions, l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais pour autant, il n'a pas été vu, traité de la manière dont l'a été Gilles-Christ Olympiot au Togo. Les circonstances sont différentes. Vous avez au Congo l'implication des évêques, vous avez au Congo l'implication de la communauté internationale. Et d'ailleurs, les problèmes ne sont pas complètement réglés. Vous avez au Togo, si vous reprenez l'esprit et la lettre de l'accord politique signé entre l'Union des forces de changement et le RPT devenu UNIR, vous avez au cœur de cet accord une problématique, celle de l'alternance. Vous avez au cœur de cet accord une problématique, celle de faire en sorte que le pouvoir soit partagé et qu'à terme, une alternance des élections organisée de façon démocratique favorise une alternance. Donc, on ne peut pas qualifier cet accord de revirement ou cet accord de compromission. Ce sont des compromis et les compromis sont parfois dictés par les circonstances. Qu'est-ce qui explique le fait que finalement ce ne soit pas compris par la classe de l'opposition et que finalement cet accord est autant diviser la famille politique de Gilles-Christ Olympiot au point où il est actuellement, on va dire d'une certaine manière, pas trop bien vu par ses anciens amis. Mais parce que justement, c'est ce qui est en cause à cette période, c'est ce qui constitue même la classe politique togolaise. Voilà des gens qui sont en carrière politique, mais qui n'ont même pas compris ce que c'est que faire de la politique. Je citerai les gens, nos anciens amis de l'Alliance nationale pour le changement, nos anciens amis de l'UFC qui sont devenus ANC, qui ne comprennent pas que faire de la politique, ce n'est pas dans la rue. Faire de la politique, ce sont dans des institutions, ce sont lors de négociations, et qui utilisent plutôt le mensonge, l'invective, pour vilipender leurs adversaires. Donc, si ce qui est au cœur justement de ce que vous dites, c'est toute une culture, toute une manière de faire de la politique dans ce pays qui est simplement celle de l'insulte et de la diabolisation. Alors, est-ce que, monsieur Tchekpe, c'est pas trop facile aujourd'hui, ou peut-être un peu même trop réducteur, de voir les choses sous le prisme aujourd'hui de la diabolisation du monde politique, quand on sait que les mêmes réalités sont un peu partout, en RDC comme au Togo, mais dans les mêmes conditions? Etienne Tshisekedi est arrivé, les divisions, on les connaît aussi au sein de la classe politique. L'actuel Premier ministre en RDC, c'est un ancien de l'UDPS, d'Etienne Tshisekedi. Mais voilà, voir que dans ces réalités, dans pratiquement les mêmes conditions, qu'on arrive quelque part à faire passer le bien commun en dessus, à faire accepter ce choix par la classe politique et qu'on n'arrive pas à le faire dans presque pareille situation au Togo. Est-ce qu'on n'a pas manqué peut-être de communication ou de stratégie dans la manière d'amener les choses à comprendre ce choix qui a été fait par l'UFC? Peut-être de la pédagogie, parce que de toute façon, la pédagogie, c'est l'art de répéter les choses. Mais je vous rappelle que nous sommes dans un pays où nombre de journalistes, nombre de médias ont une pratique de l'information, je ne mets pas en cause, qui laisse beaucoup à désirer, qui n'investiguent pas, qui ne vont pas dans le fond des sujets. Est-ce que signer un accord politique doit vous conduire à être taxé de traître? Si vous dites qu'il n'y a pas eu d'explication, je peux vous l'accorder. Mais le cas de la République démocratique du Congo est complètement différent. Kabila arrivait au terme de son mandat. Ce qui se passait, c'est que Kabila, au départ, voulait proroger son mandat. Donc vous voyez déjà, les circonstances sont complètement différentes. Quand Faure Gnassingbé vient au pouvoir, quand Faure Gnassingbé est au pouvoir, Faure Gnassingbé ne modifie pas la Constitution. Faure Gnassingbé hérite d'une Constitution, hérite du pouvoir, a quand même une légitimité qui est celle de la légalité. Il s'agit aujourd'hui, nous n'avons que deux manières. Ou nous utilisons la rue, la violence, la force, nous déséquilibrons le rapport de force, ou alors nous utilisons une méthode, celle de la négociation, du compromis, et c'est normal que la partie A, qui est forte, c'est normal qu'elle veuille persévérer dans sa situation. Et il est aussi du rôle des opposants, il est aussi du rôle de ceux qui veulent arriver au pouvoir, d'utiliser des stratégies qui, elles,
sont, je pense, puisque ces partis politiques s'inscrivent dans la légalité, doivent être strictement légales. Et voilà la difficulté dans laquelle nous sommes. Si nous nous inscrivons dans une stratégie, dans une démarche qui est strictement légale, avec toutes ces difficultés et parfois ces contradictions, il faut les assumer jusqu'au bout et faire autant que se peut que ce rapport de force s'inverse ou que le rapport de force s'équilibre pour que nous puissions faire obtenir le pouvoir. C'est tout simple. Alors, ou vous passez par la rue, ou vous passez par les armes de la négociation. Sur l'objectif arrivé à l'alternance, je pense que c'est un objectif partagé par l'ensemble de la classe politique, que ce soit au Togo ou en RDC. Mais encore une fois, la question, elle est là, elle demeure. Comment comprendre qu'au Togo, qu'est-ce qui fait finalement que ce soit très difficile à expliquer au Togo qu'ailleurs? Parce que beaucoup, je vous le dis sans embâche, nombre de ceux qui sont en politique n'ont pas cette culture ou de la militance ou n'ont jamais été dans un parti, font de la politique par défaut. Faire de la politique, c'est quand même de comprendre qu'est-ce que nous avons à proposer pour le peuple. Faire de la politique, c'est comprendre qu'à un moment donné, on s'assied pour discuter, on s'assied pour négocier. Il ne s'agit pas de mobiliser la rue tout le temps. Et ce qui est aussi en cause dans notre société, parce que les cristallisations, la dramatisation a pris une telle importance qu'il est difficile pour les opposants, il est difficile pour ceux qui veulent aller au pouvoir, de s'asseoir et de pouvoir discuter, puisque dès que vous vous asseyez pour discuter, on vous tasse tout de suite d'être un traître, de faire de la compromission. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure ce qui peut être expliqué par un manque de pédagogie. C'est une possibilité, en tout cas, de ce qui constitue aujourd'hui la démarche de l'UFC. Mais au-delà de cette pédagogie, est-ce que forcément, quelque part, il n'y a pas eu aussi le timing qui a été mal choisi par Gilles Christ Olympio pour signer cet accord-là avec le pouvoir en place? Non, alors, vous savez, les choix politiques sont des choix d'opportunité. Alors, dire que c'est une timing, vous pouvez l'apprécier, mais vous l'appréciez en extériorité. C'est une appréciation de la situation interne et internationale qui a conduit Gilles Christ Olympio à demander à ses compagnons au sein de l'Union des forces de changement à envisager les options qui s'offraient à l'Union des forces de changement au lendemain du scrutin de 2 mars 2010. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des coups bas que certains de ses anciens camarades qui voulaient entrer en carrière ont fait, mais le problème est qu'en ce moment, toute la communauté internationale avait reconnu Faure Gnassingbé comme président de la République. Les forces politiques au Togo étaient fatiguées. Qu'avions-nous comme option en ce moment? Est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt entrer en négociation avec le pouvoir qui, d'ailleurs, ne demandait que ça? On n'aurait pas pu rentrer depuis peut-être le feu président Gnassingbé Eyadema, entrer tôt en négociation et que cela aurait pu permettre de dégager l'horizon aujourd'hui, faire comprendre un certain nombre de choses à ceux qui restent très fermés. C'est pour ça que si vous vous référez à plusieurs mémorandums que l'Union des forces du changement a publiés depuis 2011, vous verrez que des négociations avaient commencé entre l'Union des forces du changement et le RPT, alors que Gnassingbé Eyadema était encore en poste, dans des négociations qui ont commencé sous l'égide de la communauté, enfin, sous les auspices de la communauté Sant'Egidio à Rome. Et c'est justement ces négociations visaient à permettre à décristalliser la tension, le débat politique, à le dédramatiser, visait à instaurer un minimum de confiance entre les acteurs politiques et à terme, ce minimum de confiance instauré, ça aurait permis peut-être d'envisager un scrutin dans des conditions qui sont reconnues, un scrutin organisé selon les normes internationales. Encore une fois, l'enfer, c'est les autres. Non, je ne dis pas que l'enfer, les autres. Je vous ai à l'instant parlé de choix d'opportunité. Je vous parle qu'en politique, après, sont dictés. Tout est relatif. Nul ne détient la vérité en politique. Ce qu'il est important, c'est simplement de dire que les choix opérés
ce qu'il est important de reconnaître que les choix opérés, les valeurs des autres ne sont pas ni supérieures ni inférieures à mes valeurs. Ce qui, après, détermine, c'est la volonté, le suffrage de la population. Ce ne sont pas les insultes, ce ne sont pas les jugements de valeur. Alors qu'au Togo, ce qui l'emporte beaucoup plus dans le débat politique, c'est l'application des jugements de valeur à des choix politiques qui, eux, sont des choix relatifs. Alors, contrairement en RDC et au parcours d'Étienne Tshisekedi, est-ce que vous ne reconnaissez pas, en sourdine peut-être, qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, de jugement dans les décisions, les choix qui ont été opérés par Gilles-Christ Olympio pour faire en sorte que l'alternance devienne une réalité au Togo? Écoutez, laissons les historiens apprécier. La chouette de Minerve ne prend que son envol qu'à la tombée de la nuit. On ne pourra parler que dans quelques années, avec précision, quand nous aurons tous les documents, pouvoir évaluer précisément avec, je n'allais pas dire avec objectivité, mais avec la rigueur scientifique requise, pourra apprécier si les choix de Gilles-Christ Olympio étaient opportuns, justes ou pas. Mais pour ce qui me concerne en tant qu'engagé dans l'action politique, je peux vous dire que tous les choix que Gilles-Christ Olympio a fait en créant l'Union des forces de changement en 1992 étaient un choix judicieux, opportun et judicieux. Simplement, quand on était face à une dictature, à un système qui lui-même ne nous permettait pas de nous inscrire dans la légalité, nous avons quand même tenu. C'est dans des conditions de répression, c'est dans des conditions de musellement de la presse que nous sommes quand même parvenus à faire signer les 22 engagements, l'accord cadre de Lomé d'abord en 1999, faire signer les 22 engagements avant le décès, et tout ça c'est à l'actif de l'Union des forces de changement, les 22 engagements qui, eux, après le décès de Gnassingbé Yadéman, ont permis l'accord politique global dont l'Union des forces de changement est un artisan essentiel. Et le scrutin législatif de 2007 qui permet à l'Union des forces de changement d'être en nombre de suffrages à égalité avec le Rassemblement du peuple togolais. Et tout ça, ce sont des choix d'opportunité, mais construire la démocratie, construire une société apaisée, après 40 ans ou 50 ans de dictature, ça ne se fait pas en 1 ou 2 jours, en 1 an. Alors, M. Tchakpé, Étienne Tshisekedi s'en est allé en RDC. Gilles-Christ Olympio, fort heureusement, on dira, vit toujours au Togo. Qu'est-ce qui reste finalement du combat des deux hommes Écoutez, Étienne Tshisekedi a des héritiers dont ils auront dit. Je préfère prêcher pour ma chapelle. Allez-y. Alors, la mienne, c'est simplement que nous avons quand même un leader qui est là, qui a tracé une voie, celle d'œuvrer pour une société togolaise apaisée, de faire en sorte qu'une alternance politique se réalise, mais dans la paix sans exclusion, dans la paix, la tolérance sans exclusion, de faire en sorte que les fruits, la prospérité de la nation soit une prospérité qui soit partagée, qui profite à tous les Togolais. Et ça, je pense que c'est le sens du combat d'un homme politique. Quand on s'engage en politique, c'est parce qu'on a un projet à proposer, c'est parce qu'on s'engage à ce qu'une société, ceux pour lesquels on se bat, qu'on soit en capacité de faire que tous les fils et les filles de ce pays soient réunis. Et je pense que ce combat continue, et fort heureusement, l'homme est encore en bonne santé, comme en pleine forme physique, comme vous avez pu le constater, et que nous continuons le combat, nous continuons la lutte pour faire en sorte qu'un jour, l'alternance véritable se réalise, mais pas dans la violence. Alors voilà, je pense que l'alternance, pas de la violence, Étienne Tshisekedi, cela l'a caractérisé à un moment donné aussi, d'avoir pu faire front à ce régime-là en restant peut-être constant dans sa démarche, en prenant la non-violence. Permettez-moi toujours de faire ce lien avec Étienne Tshisekedi. L'UDPS, créé par Étienne Tshisekedi, reste, en tout cas jusqu'à sa mort, restait l'un des partis, des grands partis de l'opposition
voilà, ce qui ne semble plus aujourd'hui être parfaitement le cas de l'Union des forces de changement de Gilles-Christ Olympio. Là-dessus, il y a quand même matière à discuter. À première vue, oui. Mais l'avantage que nous avons, c'est que notre histoire, notre légitimité est quand même beaucoup plus forte. Notre philosophie ou l'héritage, ce dont nous nous revendiquons. Histoire et légitimité plus forte que peut-être ce cas aujourd'hui, l'UDPS en RDC. Non, comment vous l'expliquez ou L'UDPS n'a pas encore, que je sache, gagné les élections. Et je vous le dis encore une fois de plus, les situations sont complètement différentes. Vous évoquiez la situation de l'Union des forces de changement sur l'échiquier politique togolais. C'est à ça que je veux, c'est à cette question que je veux. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la légitimité restant peut-être au Togo, si vous voulez? Qu'est-ce qui fait la légitimité, ou que reste en tout cas de la légitimité de l'UFC? C'est déjà d'avoir été, dès le début des années 90, d'avoir mené le combat contre la dictature et que son président porte encore, à plus que tout autre dans ce pays, souffert des affres et des déboires de ce régime. Ça, c'est déjà une légitimité. C'est d'avoir créé un parti politique qui, lui, plonge ses racines dans, dans tout ce que les pères de l'indépendance ont fait. C'est d'avoir créé un parti politique qui est implanté du sud au nord. C'est de promouvoir une société tolérante. C'est de promouvoir une société qui, elle, n'exclut pas tous les fils du pays. Et c'est quand même... Il est très, très rare en politique d'avoir un parti qui, lui, a un héritage un héritage lié à une histoire. L'ANC ou tous les autres partis sont des partis, je vais dire, récents. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez dire que plus que la vérité des urnes, l'histoire ou l'héritage politique de Gilles-Christ Olympio parlerait mieux pour lui? Et vous verrez que dans les années à venir, je vous demande de prendre date. Vous savez, les scrutins, il y a eu des moments où l'Union, on est dans une démarche de comparaison, il y a des pays dans lesquels des partis politiques peuvent être en nombre au Parlement et 5 années prochaines, la législature suivante, vous vous retrouvez avec un nombre de députés très très bas. Nous avons été victimes d'une campagne d'intoxication liée à une faiblesse peut-être de notre travail de pédagogie, mais nous nous engageons aujourd'hui dans une démarche qui est celle de reconquérir, de mieux expliquer à l'opinion publique togolaise la pertinence de notre action, la pertinence de notre démarche, la démarche politique qui est la nôtre, et je suis persuadé que cette démarche portera ses fruits, et vous le verrez dans les prochains scrutins. Alors ça semble quand même très difficile, en tout cas une mission titanesque aujourd'hui pour votre parti, l'UFC, qui est surclassé par plusieurs autres partis ou du moins par l'ANC sur le... Vous avez au Togo plus d'une centaine de partis. Nous avons quand même un certain nombre de députés au Parlement. Nous avons acquis un certain nombre de suffrages qui n'est pas négligeable. Nous avons quand même, dans ce pays, quand vous voyez les derniers scrutins, presque 40% de la population qui ne vote pas. Et quand nous allons dans les campagnes, on voit bien que 40% de la population qui ne vote pas, ce ne sont pas des partisans, ce n'est pas la clientèle de M. Fabre et consorts. Alors, revenons peut-être à l'image de Gilles-Christ Olympio, parce qu'aujourd'hui en RDC, c'est surtout ce qu'on retient de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi, c'est ce grand homme, cette icône de l'opposition congolaise. Gilles-Christ Olympio, il y a encore quelques années, quand il rentra au pays, c'était la ferveur populaire, c'était un mouvement de foule pour l'accueillir partout où il passait dans les rues de Lomé. C'était, on va dire, presque un spectacle. Comment comprendre aujourd'hui que l'homme passe, on va dire, plutôt... n'ait plus cette même popularité, je ne veux pas dire incognito, mais comment comprendre qu'il n'attire plus autour de lui, qu'on ait l'impression que finalement Gilles-Christ Olympio est mort politiquement? C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, puisque le parti vit toujours. Nous avons
des ministres au gouvernement, nous avons des députés au Parlement européen, nous avons des cadres qui sont dans des préfectures, le parti vit. Mais la question de la popularité, vous savez, c'est toujours, ça peut être, c'est mouvant, ça peut être, ce n'est pas quelque chose qui est donné pour la vie. Et sans compter que on a été victime quand même d'une diabolisation, d'une intoxication qui, elle, a été organisée par ses propres compagnons, qui étaient ses fils politiques. Ils se sont trahis aujourd'hui. Gilles-Christ Olympio écrit peut-être... Non, pas du tout. Aucune amertume, plutôt la conviction d'un cheminement, d'un destin à accomplir. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre date, puisque vous êtes encore très jeune. Vous verrez dans quelques années la justesse, vous serez le témoin de la justesse de son engagement et des choix politiques qu'il a fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être dans quelques années, on verra Gilles-Christ Olympio candidat à nouveau pour la présidentielle. Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel de la lutte de Gilles-Christ Olympio et peut-être même de son parti? Promouvoir une société juste et où les fruits de la croissance sont partagés par tous les Togolais. Faire que le débat politique soit plus apaisé, que nous évitons la dramatisation, promouvoir la tolérance, promouvoir la liberté, que les espaces de liberté, quand ils sont réels, ne nous engagent pas à nous détester, à nous déchirer. Et ça, je pense que peu d'hommes politiques dans ce pays tiennent ce type de discours. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui à l'actif de Gilles-Christ Olympio? L'apaisement dans la vie. Les scrutins ne se déroulent plus dans la violence. Le fait d'avoir poussé quand même le régime en place à reconnaître qu'il ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Le fait d'avoir permis, malgré tout, que tous ceux qui se précipitent d'entrer en carrière, ce sont des gens que lui-même a formés. Et ça, on peut mettre à l'actif d'avoir été l'un des plus grands combattants pour instaurer la démocratie dans ce pays. Alors, on sait que, dernière question, probablement, on sait que Gilles-Christ Olympio est très âgé maintenant, mais peut-on le voir un jour se présenter pour les élections présidentielles? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Merci. Oui, allez-y peut-être. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser ces questions. Mais le sens de son combat n'est pas forcément d'être président de la République. Le sens de son combat, c'est celui de s'inscrire dans la durée. Merci à vous, monsieur Isaac Tiakpe. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial de l'opposant historique, si je puis me permettre, togolais, donc Gilles-Christ Olympio. Merci. Mesdames, messieurs, nous voici donc arrivés à la Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.